FM. Royal FM, la radio des auditeurs. De tous les auditeurs. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. On entend très souvent dire, et cette déclaration est loin d'être une aberration, les nouvelles générations lisent peu. Elles ne lisent même pas, sauf par contrainte, un livre scolaire, des déclarations sur la toile, des textes SMS ou WhatsApp. Mais très peu, ou pas du tout, lisent pour le plaisir, des livres, même pas pour se cultiver, pour développer leur intellect, pour diversifier leur univers. Le dire, c'est peut-être faire un mauvais procès, parce que, à la vérité, la question est peut-être celle notamment de savoir si assez tôt, on a inculqué aux jeunes générations les réflexes dès l'âge pépinière, pouvant cultiver en elles la sensibilité littéraire, l'intérêt pour la lecture. Aujourd'hui, dans plusieurs familles, on offre assez vite une télécommande, et presque jamais un livre. C'est une erreur. Les psychologues conseillent qu'avant 10 ans, l'enfant doit se limiter à 3 heures de télé par jour et cela est même encore énorme. Et il faut faire une place de choix à l'activité de lecture au lieu de dépenser des fortunes pour des abonnements télé. Aménageons une bibliothèque à la maison, à côté du fameux bar qui ne manque jamais à l'appel. Dégotons un livre chaque mois, par exemple, comme un impératif. Vous verrez ce soir, nous avons rendez-vous avec un livre pour enfants. Dense parce que riche en enseignements et en leçons de vie, utile pour les tout petits. Bonsoir, bienvenue au Point littéraire. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture.
L'auteur de cette édition du Point littéraire est Éric Théophile Tchoumke, un nom bien connu dans l'univers littéraire au Cameroun. Homme aux multiples casquettes parce que poète amoureux des belles lettres, de l'écriture tout court, aujourd'hui il nous amène sur un terrain nouveau, la littérature pour enfants. Le texte qu'il nous propose ce soir a pour titre « L'Èbe de Pa Essomba ». Nous en saurons un peu plus dans nos échanges. Avant de le retrouver, l'auteur, rappelons que Éric Théophile Tchoumke est le patron d'une maison d'édition, les éditions du Midi en l'occurrence. Le Point littéraire, l'entretien. Très heureux d'accueillir l'auteur invité de ce soir, Éric Théophile Tchoumke. Bienvenue au Point littéraire. Merci Jean-Jacques, merci de m'avoir donné une fois de plus cette opportunité d'échanger sur la chose littéraire. C'est vrai que vous êtes très occupé, heureusement vous avez trouvé un peu de temps pour nous parler de ce livre. Mais avant d'y arriver, vous sortez d'une dédicace. Comment elle s'est déroulée? L'œuvre, ou alors deux textes de l'auteur Stéphane Tsidiandi qui a justement présenté au grand public. Alors, comment la dédicace s'est finalement déroulée? Il faut dire que c'est une dédicace qui a été très courue. La salle était pleine à la Galerie des Arts. Un monde, le monde religieux, le monde des journalistes, on avait à peine de la place pour s'asseoir. Comme vous le dit Stéphane Tsidiandi, a confié la publication de ces deux ouvrages aux éditions du Midi. Le temps a toujours raison de choses, comme premier titre. Et le deuxième, c'est Une infamie aux conséquences irréversibles. Ces deux romans qui ont été achetés par presque l'ensemble des invités. Oui. Je commence à saluer l'intérêt que les gens portent à la chose littéraire. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les Camerounais sont de plus en plus attirés par le livre, par la lecture? On peut le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate encore qu'à l'occasion des dédicaces, ce sont les plus proches de l'auteur, oui, ou des auteurs qui viennent l'encourager et tout ça. Le constat qui est fait, peut-être sont les occupations, c'est ce que je sais. Pour chaque dédicace, j'envoie les invitations dans presque toutes les administrations. Il faut signaler qu'il est très difficile de voir même les gens qui se font représenter. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, vous êtes dans le secteur de l'édition depuis pas mal de temps. Lorsque j'ai eu à proposer l'affiche qui annonçait votre arrivée ici, certains ont dit que c'est un éditeur émergent. Est-ce que c'est juste? Bon, c'est difficile de me juger, mais je sais que j'ai mis en place l'édition de Midi pour apporter ma petite contribution dans le domaine. C'est vrai, aujourd'hui, en regardant peut-être le travail qui se fait, on peut peut-être être tenté de dire que c'est un éditeur émergent parce que nous mettons un accent au-delà de la publication sur la promotion des auteurs. Un accent très particulier sur la promotion de l'auteur de son œuvre. Et en quelques mois seulement, nous sommes déjà à plus de 125 titres. Donc il faut dire quand même que c'est un travail qui a abattu. Et je dis encore bravo à toute l'équipe avec laquelle, et merci aussi à vous les hommes de médias, qui a battu un travail, femmes de médias bien sûr, oui. Vous avez battu un travail formidable pour soutenir l'édition. Alors, il y a la base, l'écriture. Vous avez aimé l'écriture, vous ne la lâchez pas. Aujourd'hui, vous avez proposé L'Èbe de Pa Essomba. Il s'agit du troisième de toute une collection que vous avez appelée Innocence. Alors, pourquoi aujourd'hui le livre pour enfants? C'est vrai, parce que les deux premiers ouvrages étaient dans la poésie. De la poésie, oui. Entre Canicule et Rêve, puis mon univers intérieur. Avec quelques petits voyages que j'ai fait même dans certains pays africains, et même en France d'ailleurs, j'ai regardé les librairies, je me suis dit, même nos librairies actuelles, les livres pour enfants viennent toujours de l'Europe. Oui. Et ne cadrent pas avec les réalités africaines. Tout à fait. Et je me suis permis d'essayer dans ce domaine. Et ça, c'est le troisième titre, c'est une collection déjà de 6 livres. 6 livres. De 6 livres, parce que le premier, c'était Les graines de l'émergence, où j'incite les jeunes
après avoir réussi de rentrer, développer leur région, il ne faut pas toujours attendre tout du gouvernement. Oui. Parce que si nous sommes peut-être 10 dans une région, si nous rentrons, décidons que cette année qu'il faut peut-être soutenir la bibliothèque d'un lycée, on peut cotiser, si on cotise seulement 500 000 même par mois, ce serait un montant intéressant. Ainsi de suite, l'année suivante. Bon, voilà. Le deuxième, c'est Fatima et ses frères iront à l'école. Oui. Ça touche beaucoup plus le grand nom. Et dans tous ces ouvrages, je mets un accent sur l'éducation pour tous. Parce que dans le grand nom, je lutte contre le fait qu'on envoie les jeunes filles à Mara très tôt et qu'on n'envoie pas les garçons à l'école. Les jeunes filles ont également droit à l'éducation. Elles doivent aller à l'école, s'instruire, pas seulement les garçons. Exactement. C'est la lutte qui est... C'est une thématique qui est presque dans tous les ouvrages. Il y a l'Heb de Païsomba, un livre qui tombe un peu comme on pourrait dire... c'est un livre opportun. Parce qu'en ce moment, on est dans une phase de la pandémie et où on semble se retourner de plus en plus vers ce qu'on a appelé les solutions endogènes. Alors, l'Heb de Païsomba, de quoi parle globalement ce petit livre qui est destiné aux enfants au moins à partir de 6 ans? En fait, c'est une histoire qui elle est simple. Je suis parti. C'est vrai que la situation, la crise sanitaire que nous traversons est l'un des éléments déclencheurs. Oui. Ça a un peu influencé votre écriture. Oui, c'est pour l'écriture de l'Heb de Païsomba. Et il faut dire, c'est un papa, c'est un vieux papa qui est dans un village. Il a perdu son épouse parce qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. Son épouse allait dans un autre foyer. Et tout le village avait peur de lui. On l'appelait sorcier, tout ça. Sauf une seule famille, la famille d'Arsène. Oui. Donc, le petit Arsène, ses parents veillaient toujours à ce que Païsomba puisse manger quelque chose et tout ça. Et Arsène avait constaté que chaque soir, il avait une herbe, la même herbe, qu'il faisait une petite potion, il buvait. Oui. Quand Arsène, il lui avait posé cette question, il a dit, bon, peut-être un de ces jours, je vais te permettre, avec l'accord de tes parents, de goûter à cette potion. Et quand ses parents sont tombés malades, il s'est rappelé de l'échange avec ce vieillard. Quand il est parti poser le point à Païsomba, il lui a donné cette potion. À la famille, ses 2 parents ont trouvé la guérison. Et subitement, tout le village se retrouvait malade. Comme personne ne le saluait, Arsène allait voir Païsomba pour dire il faut aider le village. Même le médecin-chef, tout le monde. C'est ainsi que Païsomba a donné la potion, il a expliqué à Arsène comment il faut faire. Quand il allait donner ça au médecin-chef, on a donné à tout le village et le village pensait que c'est Arsène qui avait la potion magique. Il a dit non, c'est pas Païsomba. L'homme détesté du village. Voilà, il fallait donc, le chef du village a donc décidé d'aller présenter les excuses à Païsomba et désormais, on a dit au village, nous devons donner de la place aux vieillards parce que ce sont les bibliothèques. Et ça, c'est aussi l'incitation au respect des hommes du 3e âge et qu'on sache dans nos différents villages que ce sont des gens qui peuvent beaucoup apporter si on reste à côté d'eux. Lorsqu'on s'éloigne d'eux, on perd énormément. Et il y a ce plaidoyer en faveur des personnes âgées. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans les sociétés africaines, on considère de moins en moins les personnes âgées parce qu'avant on les considérait comme des bibliothèques, c'était les sages du village, ceux vers qui on se tournait, ceux qui présidaient les assises sous l'arbre à palabre. Est-ce que l'homme âgé a toujours la même place dans nos sociétés? Dans certaines, ça dépend de l'éducation, ça dépend des familles. Il y a des familles qui gardent encore ces valeurs-là. Il y a des familles qui envoient les enfants au village parce que pendant toutes les grandes vacances pour aller se ressourcer auprès des grands-parents. Bon, c'est vrai, les choses ont tellement évolué, les autres vont dire il y a trop de sorcières, ceci. Au-delà même de cette bibliothèque, ce sont des gens, aujourd'hui encore dans plein de villages, lorsque même un serpent mord un grand-parent, quand il le met au champ, il ne se gêne pas. Il tourne à côté, il prend une herbe là, il mange, il ne te dérange pas. Mais nous ici, si on a une morsure de serpent, nous allons faire tout le tour de la capitale à chercher une pharmacie, un un hôpital. Oui. Bon, c'est pour dire qu'il faut toujours donner de la place à la tradition. Donc, il faut aller chercher les vraies valeurs au village, il faut aller chercher les vraies valeurs auprès de ces personnes âgées, de ces personnes du 3e âge. Lorsqu'on a regardé, vous présentez d'ailleurs d'entrée ce livre, dans ce livre justement, un village, un beau village, un paysage qu'on ne rencontre plus aujourd'hui dans la capitale parce qu'il y a la pollution, il y a trop de voitures. Est-ce qu'il faut rentrer au village avec
véritablement cette ambiance qu'on connaît avec ce paysage magnifique, des arbres qui sont encore dressés et qui ne sont pas encore coupés. Oui, dans beaucoup de villages, on retrouve encore cet environnement-là. Et même, c'est vrai, on nous raconte tout ça au village. Ça se passe toujours dans plein de villages. Si vous décidez d'envoyer les enfants au village, tous les soirs, les parents vont leur raconter de très belles histoires sous l'arbre. Et quand tu es en train d'accompagner Grandmère au chant, Grandmère va te raconter, t'apprendre à chanter. Il y a tellement de choses à apprendre dans nos villages. Ici en ville, on n'a pas de temps, on est dans nos barrières, on est enfermé, on est face devant la télévision et tout. Il y a ces côtés. Et aussi, il faut signaler, c'est pour ça que j'ai chuté après avec un autre livre. Axel va apprendre sa langue maternelle. Parce que dans toutes les maisons, s'il y a quelqu'un qui vient, on ne sait pas comment on peut dire à l'enfant d'aller dans sa chambre. Vous êtes embarrassé parce qu'il ne connaît pas le patois. Il faut aujourd'hui réapprendre les langues qu'on appelle langues maternelles, dans les langues nationales. Il faut absolument le faire et pourtant elles disparaissent. Peut-être parce que les enfants ne vont plus au village. Je pense que c'est ça parce que nous les parents, Jean-Jacques, vous grandissez ici à Yaoundé, vous-même vous ne maîtrisez pas bien la langue maternelle et vous n'avez pas assez de temps. Si l'enfant va au village peut-être chaque vacances pour 1 mois, au bout de 3-4 ans, l'enfant va maîtriser sa langue maternelle parce que grand-père va lui parler cela chaque jour, grand-mère, et c'est ça bénéfique. Il faut respecter la nature. Surtout que c'est rentré dans notre environnement scolaire aujourd'hui, la langue maternelle. Tous les jours, on demande aux enfants de revenir dire comment on dit bonjour, comment on dit au revoir. Et il faut conserver ces valeurs culturelles. Le père ou la maman ne parviennent pas vraiment à dire cela à leur enfant. Il faut conserver ces valeurs culturelles qui nous sont chères. Alors, aujourd'hui, vous interpellez qui précisément ? Les personnes du 3e âge, les jeunes enfants, ou alors davantage leurs parents, à montrer le bon exemple, notamment respecter les personnes du 3e âge. C'est le cas d'Arsène, qui s'en va régulièrement rendre visite à une personne solitaire, sa femme est partie, mais il est là, malgré les ondits du village. Est-ce qu'il faut encourager les enfants véritablement à être serviables, à être disponibles, à être polis vis-à-vis de ces personnes-là? Exactement, c'est le combat que je fais. Ce n'est pas seulement les jeunes, même les parents. Parce que si vous observez dans le livre, même les parents qui passent, ils ne regardent pas le Père Isomba. Tout à fait. Et lorsque les enfants sont en train de se moquer du Père Isomba, même les parents, ceux qui sont aussi un peu âgés, quand ils passent, ils ne représentent pas ces enfants. Donc c'est vraiment un plaidoyer pour tout le monde, afin que les personnes du 3e âge soient valorisées, qu'on prenne soin d'eux, parce qu'ils ont des choses à donner à léguer à la génération. Il y a la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle d'ailleurs qui est vantée dans ce livre. Il faut aller peut-être apprendre auprès des anciens les différentes valeurs, les différentes facultés ou alors les différents moyens d'utilisation de ces plantes, de ces écorces. Parce qu'aujourd'hui, on est constamment dans les pharmacies à chercher des médicaments qui, un peu plus tard, ont des conséquences sur la santé. Il faut aller absolument chercher la médecine traditionnelle et la respecter davantage. Oui, moi c'est vrai que je suis de ceux-là qui pensent qu'il est important, au-delà de la médecine moderne, de faire intervenir aussi la médecine traditionnelle. Et je reste un peu convaincu que même l'affaire, par exemple, de Monseigneur Cléda, c'est parce qu'il a passé le temps auprès de ses parents. Je suis sûr que c'est un héritage légué par son papa, un arrière-grand-père, et il était quelqu'un qui est tellement ancré dans les valeurs traditionnelles. Et voilà, aujourd'hui, il sauve des vies. Même pour la Covid-19, aujourd'hui, on parle de solutions endogènes, on se retourne vers les plantes, on se retourne vers ces personnes, c'est-à-dire thérapeutes, qui sont à même d'amener leurs contributions avec le Kenkiliba, avec la Lose Vera, avec d'autres plantes qui ont des valeurs et qui ont pu soigner plusieurs générations avant même que le médicament dit moderne n'entre dans notre univers. Exactement. Et on peut dire sans pouvoir se tromper que la médecine traditionnelle joue un grand rôle face à la Covid.
les gens ne vont pas le dire, mais les gens de cours, même des autorités, les grandes autorités, ils partent vers ces traitements-là, parce que ça soigne, sinon on devait connaître quand même des décès un peu plus élevés. L'Eb de Pa et Somba, avec l'illustration de Dieudonné Mbassi Yana, c'est visiblement votre illustrateur préféré. Pourquoi? La rencontre se fait comment? Comment est-ce que vous rencontrez Dieudonné Mbassi Yana? C'est vrai, comme vous l'avez dit tantôt, je suis dans l'édition depuis 2003. Et avant de mettre en place l'édition de Midi, j'ai fait 2 maisons d'édition locales. Dans l'une des maisons d'édition, j'ai connu Dieudonné. Et quand j'ai décidé de mettre en place le projet, il m'a suivi. On a cheminé ensemble. Je voulais qu'il soit juste... Parce que d'abord, il est infographe. Il a cette double qualité-là d'être aussi illustrateur. Et quand j'ai mis en place ce projet, j'étais en train de vouloir confier l'illustration à une autre personne. Il m'a dit non, on va aller ensemble. Et presque tous ces ouvrages que nous faisons en français et en anglais, c'est lui l'illustrateur. Les beaux dessins, ça peut également attirer les tout petits. Peut-être qu'il faut miser sur la qualité du dessin pour intéresser davantage. Exactement, parce que les dessins aussi, c'est quelque chose qui donne l'envie à lire. Et on a fait de beaux livres pour enfants. Et l'objectif aussi principal qui est le mien, c'est de demander aux parents de laisser les jouets pour offrir des beaux livres aux enfants. Qu'ils fassent des budgets, même mensuels, pour les enfants. Et cette collection est là. Je reste convaincu que dès lors que les parents vont adhérer au projet, les enfants ne vont pas les laisser tranquilles parce que tous les mois. Donner des beaux livres qui les sensibilisent après avoir lu, parce qu'il y a même des questionnaires à la fin. Oui, tout à fait. Qui peut permettre aux parents d'échanger avec l'enfant. Et je reste convaincu qu'après chaque lecture, le comportement de l'enfant va changer. Ça va le tirer vers le haut. Donc, de beaux dessins. Est-ce que le public de lecteurs jeunes est considérable? Est-ce qu'il est... Il est peut-être le plus important, le moins important sur la tendance, justement. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Quand on rentre dans le domaine de la BD, si on fait les sondages même dans notre environnement, il y a beaucoup de ministres même qui lisent la BD. C'est pas seulement la BD, c'est pas seulement pour les enfants. Et le type beau livre, parce que ça a des belles histoires, ça sensibilise. Même c'est pas seulement la cible n'est pas seulement les tout petits. Parce que à l'intérieur, il y a des comportements que certaines familles affichent. En lisant cet ouvrage, ils peuvent modifier ce comportement pour le bien-être de l'environnement dans lequel nous évoluons. Par exemple, Pa et Somba qui était quelqu'un, tout le monde ne s'occupait pas de lui, mais en lisant, ça peut être quelque chose qu'on vit dans son environnement. Ah tiens, ça peut être une recherche que nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de pertinent. Et ça modifie nos différents comportements. C'est pour cela que la lecture, pour moi, je prends le livre comme un médicament. On devait le considérer. Ça permet, comme que ce soit le livre pour enfants ou un beau roman ou un essai, c'est un médicament. Et nous, comme le ventre a besoin de la bière ou de la nourriture, le cerveau a aussi besoin de la connaissance. Il faut nourrir le cerveau, il faut nourrir son intellect pour davantage préparer les enfants à ce monde compétitif, extrêmement compétitif aujourd'hui. Il faut avoir tous les armes nécessaires pour notamment affronter la vie. C'est vrai que le livre ne concerne pas seulement les enfants. On se rend bien compte qu'il y a une situation qui est présentée, celle d'un homme solitaire qui n'arrive pas à avoir des enfants. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui peuvent rencontrer cette situation, peuvent être un peu délaissés, abandonnés par tout le monde, simplement parce que on se retrouve dans cette situation où on ne peut pas avoir des enfants. Donc, les adultes sont également concernés à travers ce personnage qui est présenté dans le livre, en quelque sorte. Voilà l'un des angles.
dit, c'est pas parce que quelqu'un ne fait pas d'enfants, le bonheur n'est pas seulement au niveau des enfants. Oui. Abandonner son foyer parce qu'il ne fait pas d'enfants, ça c'est une position, mais qui n'est pas encouragée. Ce n'est pas lui qui est décidé. C'est pas de sa faute. Hein. Voilà, ça fait partie des thèmes développés dans cet ouvrage-là. Il y a toute une collection Innocence. J'avoue que le nom de la collection est d'abord c'est suffisamment intéressant. Pourquoi Innocence? Innocence parce que la première cible, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, donc et ceux qui vont beaucoup plus consommer, c'est les tout petits. Oui, c'est pour ça que c'est pour eux, des beaux livres comme ça, ils sont candides, qu'ils s'apprennent de cela, pour rester toujours innocents, pour éviter des écueils de la vie. Oui, il ne faut pas bousculer leur innocence, c'est très important. Alors, Lèbre de Paille et Somba, on vous revient dans un moment. Point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Sous la cendre le feu, paru en mai 2020, en mai 2000, est un roman, un ouvrage écrit par Ebéline Mpundingole. Il est publié aux éditions La Matin et tient sur 208 pages en français. Bien que sa date de publication originale soit de 1990, l'intrigue est restée la même. Quel message a bien voulu passer l'auteur, professeur des lycées, à travers Sous la cendre le feu? Bonsoir Annie Lisette Ambassa. Jean-Jacques Foucault, bonsoir et bonsoir à vos nombreux auditeurs. Sous la cendre le feu, dans ce livre, il s'agit d'une folle, Mina, dont l'époux, paré de toutes les vertus, n'a pourtant pas manqué de coucher avec leur fille, Fanny, à peine pubère, pour des motifs improbables et franchement imbuvables. La folle est guérie parce qu'elle a réussi à raconter son drame au docteur Lobé, qui n'aura pas eu pour seule médication que l'écoute. Son conjoint est absous parce que sa famille est intervenue. Quant à l'enfant incestueuse, Fanny, elle n'a pas connu de trauma et se pose à la toute fin un ciment éclairé de cette relation chaotique. Hospitalisée donc et isolée, cette femme, Mina, se rend compte qu'elle est en train de sombrer dans la folie. Encouragée par un thérapeute, cette femme, apparemment comblée par la vie, tente de renouer les fils d'un passé meurtri. Nous parcourons avec elle les dédales de sa mémoire pour remonter jusqu'au drame enfoui au fond de sa conscience, promenant le lecteur dans les travers de la psychanalyse d'un personnage désenchanté. L'auteur explore les zones d'ombre du personnage et explique d'apparents mystères. Le statut de la femme africaine, à la fois femme et mère, déchirée entre tradition et modernité, est également un des thèmes majeurs de ce livre. Sous la cendre, le feu est sans nul doute le premier texte africain qui met l'accent sur le fait que la psychanalyse peut aider à renouveler certaines conceptions de la fiction romanesque.
Merci à Annie-Lisette Ambassa pour la présentation du classique littéraire du soir. C'est vrai que c'est un livre très intéressant qui était au programme, et je ne sais plus si c'est toujours le cas au programme des classes de seconde à une certaine époque. Je pense que ça devrait être toujours au programme. Alors, Eric Théophile Tchumke, on revient avec vous. Est-ce que vous avez eu des personnes, des auteurs qui à un certain moment vous ont marqué, qui vous ont poussé à vous lancer dans la rédaction? D'abord de la poésie et aujourd'hui du livre pour enfants, le livre jeunesse. Je préfère dire livre jeunesse en fait. Bon, disons que le livre jeunesse, je n'ai pas beaucoup lu. C'est vrai, j'avais acheté un ouvrage comme ça. C'est parce que j'ai regardé l'environnement et je n'ai pas vu des livres pour enfants qui cadrent avec notre actualité, notre décor et tout. Les histoires qu'on nous raconte où les paysans ne sont pas les paysans de chez nous. Et je me suis dit, il faut faire des beaux livres pour enfants. Voilà une niche. Elle est vide et il y a un gros besoin. C'est comme les livres de contes pour enfants. On n'en a plus. Voilà une niche qu'il n'y a. Elle est pauvre. Tout à fait. Il faut de beaux livres de contes pour les tout petits. En fait, c'est un retour aux sources. Permettre à la petite enfance d'avoir des beaux livres qui cadrent avec l'environnement, qui traitent des thématiques vraiment sérieuses. Proches de nous. Parce que généralement, on dit aujourd'hui que la jeune génération ne lit plus. Les gens ne lisent plus. Mais parfois, le premier livre qu'on se retrouve en contact lorsqu'on est jeune, c'est parfois soit à l'école maternelle où on va vous proposer un livre, ou bien au primaire. À la maison, on ne connaît pas de livre. Le livre n'existe pas à la maison. Le livre, c'est uniquement à l'école. Peut-être c'est là, il faut commencer par là aujourd'hui. Oui, et déjà, notre environnement scolaire, je ne veux pas trop critiquer. En dehors des livres, typiquement au programme, on devait mettre des livres d'appui, des beaux livres d'appui qui éveillent l'esprit des enfants. On va dire aujourd'hui qu'il y a des livres d'éveil, mais ces livres d'éveil sont toujours beaucoup plus académiques, c'est trop scolaire. Il faut des beaux livres qui intéressent les enfants, qui modifient leur comportement dans beaucoup de domaines. Au niveau même de l'assiduité, au niveau de... On va seulement dire qu'il faut être assidu, on lui explique, mais lui-même peut lire l'ouvrage et essayer de se modeler par rapport à ce qu'il a lu dans un livre. Et les gens ne lisent pas, il faut aussi avouer que nous écrivons trop de choses dramatiques. On n'écrit pas des choses qui plaisent. Même les romans, si vous regardez la majorité des romans que nous avons, c'est pour raconter des choses très douloureuses, tragiques. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas écrit des belles histoires ou comme... On a quitté ici pour aller à Kribi, on a fait ceci. Il faut des beaux livres, des choses qui intéressent. Dès qu'on finit toujours de lire un roman, à la fin, tel est décédé, il y a eu mort d'homme, il y a eu ceci. C'est pas bien. Il faut des voyages. Des voyages à la découverte du bonheur qui n'est pas peut-être partagé. Parce que tout n'est pas que tragique dans notre environnement. Elle est belle, on peut faire de très beaux romans avec de très belles histoires qui accrochent, qui donnent envie, qui font rêver. Mais aujourd'hui, tout ce que nous disons, sauf peut-être des essais, il n'y a pas de beaux romans. Il faut toujours raconter une histoire qui finit de façon très douloureuse. Pourquoi pas des histoires qui donnent envie à rêver lorsqu'on est en train de finir la lecture? Alors, lorsqu'on a à écrire un livre de jeunesse, est-ce que ça demande plus de travail? Dans la mesure où, parfois, il faut faire un choix des mots. Il faut être sûr que le jeune qui va vous lire pourra directement cerner. Ici, on n'a pas besoin d'une certaine complexité du langage. On a besoin d'être concret et pas abstrait. Est-ce que ça ne demande pas plus de travail, de réflexion, de conception, même d'un livre de jeunesse? Normalement, il y a des formations appropriées. J'avoue que je ne l'ai pas suivi. Je me suis jeté sur l'État. Et je sais que les critiques vont me permettre de m'améliorer. Parce qu'il y a des gens qui sont formés pour faire des livres, écrire des livres pour enfants. Et je m'essaye et je sais qu'avec les critiques qui vont... Donc vous êtes plutôt très ouvert à la critique, les suggestions éventuelles? Dès lors qu'on s'ouvre au public, on doit s'attendre à des critiques. Tout le monde ne doit pas aimer. Même si c'est une seule personne, cette critique peut permettre de s'améliorer. Bon, les critiques peuvent être positives ou négatives. Tout à fait. Tout ce que je demande aux gens qui sont peut-être plus outillés dans la littérature pour enfants, quand ils vont lire, peut-être ils vont
m'appeler et me dit, Eric, il fallait peut-être améliorer tel aspect. Mais jusqu'aujourd'hui, l'accueil qui est accordé à ces ouvrages est positif, c'est très positif. Alors, vous avez déjà présenté votre livre à quelle occasion, à quel niveau, et qu'est-ce que les gens disent Déjà dernièrement, il y a eu une commande d'une quantité pour offrir aux enfants. C'est vrai, je n'ai pas cherché à savoir où ça va aller. Je sais qu'il y a un libraire qui m'a demandé un certain nombre d'exemplaires par titre que j'ai envoyé. J'ai demandé quel est le retour. Et il y a une dame qui œuvre qui œuvre pour les enfants défavorisés et tout ça. Je lui avais aussi donné quelques exemplaires. Quand elle a lu même la journée de Uni, elle a posté sur son statut et tout ça. L'accueil est positif, jusqu'ici encourageant pour que je continue cette belle aventure qui va donner du sourire aux tout petits et pouvoir, parce que je dis toujours, je le réitère, le combat, c'est de laisser les poupées, de laisser les jouets pour offrir des beaux livres aux enfants. Ça, et je vais faire un travail. Il faut peut-être arracher les télécommandes au niveau des écoles maternelles et primaires pour sensibiliser, pour qu'à l'occasion même des arbres de Noël, qu'on donne des beaux livres pour enfants, en lieu et place des poupées. Oui. Non, les enfants, il faut leur offrir, il faut leur donner l'envie de lire et tout ça. Qu'on donne la poupée, qu'est-ce que ça apporte à un enfant? Alors, la collection Innocence, c'est déjà 6 textes. Est-ce que ça veut dire qu'on reste ouvert à la possibilité d'accueillir d'autres auteurs dans cette collection-là? Oh, exactement. Je suis un des auteurs, je suis, on en aura beaucoup. Pour le moment, je suis le seul auteur dans cette collection. Il y a déjà 6 textes en français et en anglais. C'est vrai que le deuxième titre, Fatima et ses frères iront à l'école, je l'ai fait en français, anglais et arabe. Français, anglais, arabe. 3 langues. Il y a une version en français, une version en anglais, une version en arabe. Parce que la grande cible, c'est le grand nombre. Sensibiliser les parents sur l'éducation pour tous, l'éducation de qualité aussi. Et il fallait le mettre sur cet ouvrage dans une langue plus accessible pour cette région. Il y a donc une quête du bilinguisme. Ça fait plusieurs enseignements, ça fait plusieurs combats ou plusieurs terrains sur lesquels vous aventurez. Le bilinguisme dans la publication des textes de jeunesse, ça peut avoir un apport positif. D'abord pour cultiver même le bilinguisme chez les jeunes et peut-être même chez les adultes. Oui, il faut dire, je fais partie des personnes qui cherchent à respecter ce qui est prévu par notre gouvernement. Normalement, je salue aussi déjà cette détermination d'un de mes auteurs, le gouverneur Abakar Hamad, qui rend tous ses livres en version bilingue. Un même ouvrage, il y a la partie française, la partie anglaise. Aujourd'hui, nous devons œuvrer pour être vraiment à point pour ce bilinguisme-là. Et avec la collection Innocence, où je me suis inséré avec mes publications, j'essaye de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la difficulté de trouver des traducteurs fiables, des personnes à même de pouvoir transposer l'anglais là où il y a du français. Non, je ne suis pas d'accord avec le thème de fiabilité. Nous avons d'excellents traducteurs, ils sont nombreux. Peut-être qu'il faut souligner le coût. Oui. Pour des essais, il est difficile pour un auteur de faire traduire son livre, peut-être à long terme, parce que c'est extrêmement coûteux. Oui. Le traducteur va te dire la page coûte 10 000 minimum. S'il a 300 pages, imaginez, il faut 3 millions juste pour la traduction. Ce n'est pas donné. Et notre environnement, on n'a pas prévu dans des pays développés, comme quand je regarde par exemple les auteurs, parce qu'actuellement, dans notre catalogue, nous avons des auteurs turcs, des auteurs françaises comme Claire Lajuste et israélienne. Quand on débat même le soutien, ils ont des organismes qui peuvent soutenir la traduction. Mais ici, chez nous, nous n'avons pas. J'ai dit, le coût est extrêmement élevé pour la traduction. Et c'est pour cela que beaucoup d'auteurs n'osent pas déjà faire des livres en version française et anglaise. Et ils s'appuient sur la langue maîtrisée et ils avancent. C'est le coût. Ce n'est pas là. On a d'excellents traducteurs de partout aujourd'hui. Il y a des grandes écoles déjà de traduction au Cameroun et depuis longtemps. Donc ce n'est pas un souci des traducteurs, c'est le coût. À côté de la traduction, il y a récemment un texte à l'Assemblée nationale qui veut encourager en fait la possibilité d'écrire en langage braille pour les personnes malvoyantes. À côté de la possibilité de traduire votre texte, est-ce que
ce terrain peut tenter l'éditeur que vous êtes, notamment aller vers l'écriture en braille? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est envisageable? Ou alors il s'agit d'une simple vue de l'esprit? Oui, c'est un projet qui me tente depuis beaucoup d'années, quand j'étais déjà dans la première maison d'édition dans laquelle j'avais travaillé. Et j'avais approché le grand frère Coco Bertin. Et je crois que je vais encore trouver l'occasion pour échanger avec lui, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes une maison d'édition ouverte à tous les genres. Nous sommes une maison d'édition généraliste. Et c'est ça la bienvenue des projets comme ceux-là pour accompagner donc attaquer un nouveau terrain, notamment les personnes aveugles, les malvoyantes, un nouveau terrain. Eux également ont droit à une belle lecture, à de beaux livres, également à de belles histoires, à de très beaux essais. Donc, il est possible d'envisager cette éventualité-là. Alors, aujourd'hui, l'écrivain, l'auteur que vous êtes, Éric Théophile Tchumke, vos jours d'avenir en ce qui concerne l'écriture, est-ce qu'il y a d'autres textes qui sont en préparation? Oui, déjà pour ce qui est de la petite enfance, il y a le 7e qui est en préparation. Le 7e. Qui va toucher beaucoup plus la zone de l'Aix. C'est une belle histoire qui tourne autour de l'or. Oui, autour de l'or. Je fais un tour et je me rends compte qu'il y a des parents qui empêchent à leurs enfants de se rendre à l'école parce qu'il faut passer la journée à creuser. Et des fois même, après avoir creusé, il peut y avoir éboulement et tout ça. Il y a des dangers autour. Et le souci, c'est une histoire où l'enfant dit « Papa, je vais aussi à l'école comme les autres. L'or ne nous apportera rien. Et quand je vais réussir à l'école, je peux créer une véritable structure. » Qui va... Une entreprise sans risque pour cet enfant. Et à l'intérieur, j'interpelle aussi le gouvernement qui fait déjà un travail très salutaire pour vraiment prendre des mesures qui permettent vraiment d'encadrer cette activité dans cette région qui peut peut-être aider la population. Il y a justement, peut-être j'aurais dû vous poser cette question, je vais le faire tout de suite. En ce qui concerne le livre de jeunesse, est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a un accompagnement qui se fait ressentir? Est-ce qu'il y a un intérêt au niveau du ministère, au niveau des structures étatiques pour accompagner le livre de jeunesse? Voilà. Il n'y avait qu'un seul ministère qui soutenait l'édition au Cameroun. Notre ministère de tutelle des aides de la culture. Après quelques échanges avec le directeur de la lecture, je crois que cette subvention a été suspendue. J'avais dit suspendue. Oui, parce que aujourd'hui, je pense plus qu'on soutient encore. Bon, c'est vrai. Lorsque j'ai écrit, je suis pas allé vers le ministère pour solliciter un soutien, parce qu'on m'a dit que c'est très difficile aussi avec la crise sanitaire actuelle. C'est pas trop facile dans les différents ministères. Je me dis, ce sont des livres, même les parents, en allant vers des parents qui trouvent qu'il faut changer, les mentalités, qui partent des jouets pour chuter sur des beaux livres. Donc c'est un combat collectif. Exactement. Parents, auteurs, tout le monde devrait se mettre et tout, chacun doit être dans le contexte actuel où l'univers est devenu extrêmement violent, avec les jeunes qui se livrent à tout genre de dérives. On a vu récemment plusieurs actualités tournant autour d'élèves qui disparaissent d'établissements scolaires, qui tournent des films étranges et bizarres. Donc il faut se battre. Au-delà du livre de jeunesse aujourd'hui, avec pratiquement, du moins, 6 textes, est-ce qu'on envisage encore retourner vers la poésie? C'est quand même la par là poésie qu'on va est rester entré. toujours la poésie. C'est vrai, je prévois d'ici la fin d'année mettre encore sur le marché un ouvrage de poésie. Et il y a le genre romanesque qui me tente aussi. On va essayer. Oui, bon, je vais voir avec l'encadrement des gens qui sont plus outillés si je vais parvenir. Mais pour le moment, je reste dans la poésie et les livres pour enfants. Et il faut dire que j'ai envie de consacrer un peu de mon temps pour des beaux livres pour enfants. Donc la poésie va devoir attendre un tout petit peu, peut-être l'année prochaine. Ça, par moment, je
Je vais rebondir sur la poésie, mais je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Vous nous rappelez les 6 textes en ce qui concerne la collection Innocence, les 6 textes qui sont justement... Le premier, c'est Les grains de l'émergence. Les grains de l'émergence. Oui, en version français-anglais. Le deuxième, c'est Fatima et ses frères iront à l'école, version français-anglais-arabe. Troisième, c'est L'herbe de Pa et Somba, que nous présentons aujourd'hui, français-anglais. Quatrième, La journée de Winnie, qui est une journée modèle pour un enfant. Quand un enfant se lève, qu'est-ce qu'il doit faire du matin jusqu'au soir? Et voilà un livre que je conseille à presque toutes les familles. Voilà, il faut savoir dire bonjour aux voisins. Quand tu arrives à l'école, il faut participer au cours en levant les doigts et tout ça. Et le cinquième, c'est le Destin d'Akou. Le Destin d'Akou. Le Destin d'Akou, qui touche beaucoup plus le nord-ouest et le sud-ouest. Et le 6e texte, c'est Axel doit apprendre sa langue maternelle. C'est aussi en français et en anglais. Il y a le 7e qui est en cours, qui parle de l'or. Mais voilà les textes qui sont déjà disponibles, que les familles peuvent acquérir au prix de... Non, on n'a pas besoin de donner les prix. Vraiment, le livre n'a pas besoin de prix. Parce que je vais simplement dire que le livre... c'est de l'or en fait. Donc, il coûte cher en ce qui concerne l'enrichissement de notre cerveau, notre intellect. Alors, je vais aller vous poser une question qui peut paraître un peu embarrassante. À quel moment l'auteur, poète, éditeur que vous êtes, trouve l'inspiration? À quel moment on arrive à se poser pour écrire comme vous le faites? Quand nous prenons par exemple le cas de la poésie, vous pouvez avoir l'inspiration à tout moment. Même ces moments que je ne passe avec vous, après je peux trouver de l'inspiration pour écrire 1 ou 2 poèmes. Lors des voyages, lors des échanges avec des amis autour d'un repas. L'inspiration. Et pour ce qui est des livres pour enfants, ce sont des thématiques, vous observez l'environnement, vous observez oui, et les idées vous viennent. C'est vrai, c'est des choses, c'est difficile souvent à expliquer, parce que quand vous regardez même le musicien, des fois vous êtes impressionné quand il sort un album. Chacun a toujours quelque chose, un génie en lui, et il faut aller fouiller dedans pour partager avec le public. Vous avez dit que ça fait plusieurs années que vous êtes dans l'univers du livre. Des conseils peut-être à ceux qui souhaitent se lancer dans cet univers-là et qui pensent que c'est difficile? Je ne pense pas que c'est difficile, écrire. Et l'un des combats que je suis en train de vouloir mener, c'est aller vers des gens pour leur demander de raconter leur histoire, leur environnement. Même vous qui êtes journaliste, après peut-être 5-10 ans, vous pouvez écrire des livres sur le métier de journaliste et partager votre expérience avec le public. Ça va enrichir les jeunes frères qui viennent derrière. Les gens n'écrivent pas, les gens pensent qu'il faut... Vous pouvez écrire, faire une autobiographie sur vous. Même s'il faut que ce soit de façon romanesque et tout, même si, en mettant un peu de la fiction, pour partager avec le public. Ceux qui travaillent dans des bureaux, nous avons tellement d'intellectuels, de nos parents qui ont passé plus de 30, 40, 50 ans et ils partent sans écrire. C'est pas normal. Sans léguer à la nouvelle génération leur histoire, leur vécu, les expériences. Et aujourd'hui, je leur dis, même si c'est difficile, ils peuvent faire appel aux éditeurs qui peuvent les enregistrer et produire un ouvrage sur eux. Ça, c'est possible. Des journalistes comme vous, pour faire un échange, vous pouvez aller rencontrer un autorité, vous faites l'échange avec lui, vous enregistrez, après ça devient un très beau livre. Un livre que le public va aimer, on va aller s'inspirer de son expérience. Il a eu des hauts débats et ça va édifier les gens. Les parcours en quelque sorte. Il faut partager les parcours. C'était un parcours difficile. Même les expériences. Quand vous prenez les juristes, quelqu'un qui a été un grand commis dans l'administration peut-être judiciaire, il a des coups qu'il prend, après il peut partager, même des choses qu'il a prises sous forme de jurisprudence et tout, quelles sont les décisions, parce que toujours avec des situations autour desquelles il n'y a pas, la loi n'est pas peut-être prévue, comment il a pu gérer ça avec le bon sens et tout ça. Tout à fait. Ce sont des expériences que je conseille que les gens partagent pour enrichir l'environnement littéraire et culturel camerounais. D'accord. Dans les livres, vos différents textes, que ce soit les livres de jeunesse, les textes de poésie, on peut les trouver dans des bibliothèques?
Oui, dans toutes les librairies conventionnelles, de Yaoundé, de Douala, nous sommes à Yaoundé, à Douala, à Maroua, à Ngaoundéré, et nous sommes sur YouScribe aussi. Nous sommes sur YouScribe, nous sommes en train déjà de travailler pour être présents sur Amazon, et que c'est une très belle chose pour nos auteurs, pour leur visibilité avec la diaspora. Alors s'il y avait un dernier mot, peut-être un aspect qu'on n'a pas abordé sur le texte, l'Eb de Païsoba, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être en dernier avant de sortir? Demander à tous de donner la place aux vieillards, aux hommes du troisième âge, parce qu'on va beaucoup bénéficier. Et peut-être, si vous le permettez, de dire les éditions de Midi, c'est une maison d'édition qui est ouverte à tous les auteurs pour les accompagner. Oui, il faut également savoir, monsieur Zidam, que peut-être en guise d'enseignement, que nos richesses, c'est peut-être sous nos pieds, c'est peut-être la terre, c'est peut-être les herbes, ou alors l'herbe, parce que les racines, les plantes, la médecine traditionnelle, il faut faire confiance à la médecine traditionnelle, à la médecine locale. Peut-être en quelque sorte. En tout cas, Éric Théophile Tchoumke, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir pris dans votre emploi de temps assez chargé, un peu d'espace pour venir nous rencontrer ce soir et nous parler de vos productions livresques. Merci Jean-Jacques, merci à toute l'équipe et bon vent à Royal FM pour tout le travail que vous avez fait dans les différentes promotions, que ce soit l'art littéraire, l'art musical et autres. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisette Ambassa, mise en onde, Romuald Ekomé, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Wona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. À jeudi prochain, assurément. Bonne soirée, messieurs et dames.